est complet, présent pour représenter, je vais néanmoins procéder à l'appel. Je suis là, Sophie Socorro. Présent. Jean-Luc Pouget a donné pouvoir à Philippe Naon. Philippe Naon. Présent. Valérie Maillard-Blimont. Présent. Lionel Garnier. Présent. Martine Thirouez. Présente. Christophe Vincent a donné pouvoir à Valérie Maillard-Blimont. Marie-Claire Collarado m'a donné pouvoir. Chaude Malonnet. Présent. Bernard Chevillon. Présent. Jean-Claude Le Gall. Et accessoirement secrétaire de séance. Philippe Dinet. Présent. Claire Lacombe. Présente. Laurent Robéquet. Présent. Véronique Flamand, représentée par Lionel Garnier. Brigitte Duiroux. Présent. Jackie Adjamou. Présente. Laurent Kravic, représenté par Martine Thirouez. Anne de Rivet, représentée par Sophie Del Socorro. Magali Richard. Présente. Guylaine Braque de la Perrière. Présente. Joël Anse-Conrad. Présent. Vincent Bedu. Éric Baud, représenté par Vincent Bedu. Karen Nabette, représentée par Joël Anse-Conrad. Et Sénat Bousseau. Ainsi donc que le Conseil est intégralement présent ou représenté. Je vous propose donc d'aborder notre ordre du jour avec Jean-Claude comme secrétaire sur la base du document qui vous a été remis. Et nous allons tout de suite débuter par les sujets dans le domaine de l'administration générale. Le premier touche une motion que nous vous proposons de valider relative au refus d'implantation d'une prison sur la commune de Limeil-Brévannes et plus largement sur le territoire du Val-de-Marne. C'est un sujet que je pense tout le monde connaît puisque le conseil municipal, dans sa majorité comme dans son opposition, était présent sur une manifestation qui a eu lieu sur place sous forme d'une marche à Limeil. Le projet est un projet d'implantation d'une prison ouverte sur des terrains actuellement disponibles à Limeil-Brévannes, mais terrains qui sont au voisinage proche d'une cité de 600 appartements et sur des terrains qui, a priori, avaient une utilité dans le projet de téléphérique du Val-de-Marne, qui s'appelle le Philoval. Voulez-vous que je vous lise la motion ou avez-vous eu l'occasion de la lire vous-même? Donc on peut s'en dispenser. S'il y a des questions, c'est le moment de les poser, mais je ne pense pas qu'il y en ait. Par conséquent, qui s'opposerait à l'adoption de cette motion? Personne. Personne ne s'abstient non plus, j'imagine. En conséquence, elle est adoptée. Merci. La dernière fois que j'ai vu le maire de Limeil, elle n'avait pas eu d'écho de l'État à la suite de la manifestation et était toujours vent debout contre ce projet. Elle a été reçue par le préfet de M. Condon. Pardon? Elle a été reçue. Ah, c'est bien, mais tu sais... Je ne connais pas le résultat de l'entrevue. J'avais simplement une question qui était est-ce que le fait que cette prison ouverte ne voit pas le jour, là où elle était prévue, est-ce qu'il y a un risque pour Sampigny sur le terrain, par exemple, de l'aire d'accueil des gens du voyage? Alors on peut penser que non, puisque ce terrain est en vente. Et en cours d'achat. En vente, on le savait déjà, mais c'est en cours d'achat. Et par contre, que ça se repose pour une autre ville du Val-de-Marne, c'est possible. C'est pour ça que la protestation s'étend au territoire du Val-de-Marne. Justement à ce sujet, Monsieur le maire, le Conseil du territoire du 4 avril 2018 a également voté une motion relative. Voilà. Donc, à suivre avec intérêt. Le point suivant concerne, le point suivant concerne l'autorisation de signature de la convention de gestion relative à la compétence GEMAPI avec la métropole du Grand Paris. Alors, il y a plusieurs conventions de gestion qui seront proposées à votre adoption ce soir.
celle-ci vis-à-vis de la métropole sur la compétence du GEMAPI, et 2 autres vis-à-vis du territoire concernant la voirie d'une part et l'aménagement d'autre part. Afin de simplifier la présentation, je vais vous donner simplement, d'une manière très synthétique, ce que sont ces conventions. Vous savez que la métropole, comme le territoire, ont dans l'organisation chacun reçu un certain nombre de compétences. Et que dans le domaine de ces compétences, nous avons été amenés à transférer à l'une comme à l'autre les équipements, éventuellement du personnel et la gestion totale ou partielle de la compétence. Nous l'avons fait, vous vous rappelez, pour les équipements culturels et sportifs. Enfin, nous n'avons pas d'équipements sportifs, mais on a des équipements culturels. Nous l'avons fait pour de la voirie. Nous l'avons fait pour la GEMAPI vis-à-vis de la métropole. Nous allons le faire ce soir pour, vis-à-vis du territoire pour l'aménagement. Ça, c'est le transfert de compétences. Ce transfert de compétences, on transfère une compétence, on transfère les moyens que nous utilisions pour l'exercer, et en retour, le territoire ou la métropole à qui nous transférons nous retient une somme d'argent correspondant au montant que nous dépensions pour l'exercice de cette compétence. Ce montant retenu est figé une fois pour toutes à un certain niveau, calculé à l'occasion du transfert et validé par les commissions locales d'évaluation des charges. Tout ça, c'est la partie transfert de compétences. Mais il se trouve que le territoire, pas plus que la métropole, n'ont les moyens complets d'exercer par eux-mêmes la compétence sur nos équipements transférés, chez nous ou chez d'autres. À titre d'exemple, le transfert du conservatoire supposerait que ce soit le territoire qui y fasse le ménage. Et ils ne font pas le ménage. C'est nous qui continuons à le faire. Mais on ne continue pas à le faire gratuitement. Donc il faut qu'on soit payé pour ce ménage, puisque le coût du ménage fait partie de la charge transférée. Par conséquent, pour pouvoir nous faire payer ces travaux que nous exerçons sur les compétences transférées au nom, enfin à la métropole ou au territoire, il nous faut une convention de gestion transitoire. Ce sont ces conventions de gestion transitoire que nous allons vous proposer d'adopter dans divers domaines. La première touche à la compétence GEMAPI et elle concerne la métropole. On aura l'occasion d'y revenir puisque ce transfert de compétences est relativement récent et les aspects financiers du transfert de la compétence, et non pas de la convention, les aspects financiers du transfert de la compétence vont nécessiter une adaptation par décision modificative de notre budget, sur laquelle j'en reviendrai après. Donc la question maintenant est de vous demander si vous m'autorisez à signer la convention de gestion transitoire relative à la compétence GEMAPI vis-à-vis de la métropole. Ceci signifie, je vais me répéter une fois plus, mais sur cet exemple particulier, si sur cette compétence GEMAPI, nous sommes amenés à exercer quelque action que ce soit, en substitution à la métropole, parce que celle-ci n'a pas les moyens de le faire, et action que nous n'accomplirions pas nous-mêmes, d'ailleurs, puisque la GEMAPI, en plus, elle est déléguée au siège. Mais si nous exerçons une action qui nous coûte de l'argent, par exemple payer le siège pour faire, que sais-je, un audit de quelque chose en matière de protection des inondations, nous réclamerions ensuite le coût de cette opération à la métropole. C'est ce que permet cette convention. Alors je sais bien que ce n'est pas forcément très simple. Je ne sais pas, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, je ne sais pas si on fait du tricot avec ça, mais on en fait beaucoup avec les finances au niveau métropolitain et territorial. Avez-vous des questions propres à la compétence GEMAPI ou, d'une façon plus large, propres soit au transfert de compétences, soit aux conventions de gestion temporaire?
juste pour peut-être pour éclaircir les débats, dire que si la compétence a effectivement été transférée au 1er janvier 2018, la commission métropolitaine d'évaluation des charges, elle ne s'est pas réunie, elle ne se réunira de façon définitive pour évaluer ce transfert de charges. Elle se réunira pour la dernière fois au mois de juin, il y a une prochaine réunion demain après-midi, elle se réunira une prochaine fois au mois de juin. Il faudra ensuite avaliser les propositions de transfert de charges qui auront été faites au sein de chaque conseil municipal, le voter à la majorité des 3/5, quelque chose comme ça. Voilà, donc ce qui veut dire qu'effectivement, s'il y a des dépenses qui sont engagées jusqu'à la fin 2018, ce sera la commune qui le fera, mais par un échange donc, de bons procédés avec la métropole. On nous demande donc de conclure ces conventions de gestion, voilà, qui sont finalement un moyen de raccorder le transfert effectif de la compétence à la prise véritable de la compétence à partir du moment où la CLEC aura rendu son rapport définitif. De quoi GEMAPI? C'est la gestion des eaux dans les milieux aquatiques et la prévention des inondations. Donc c'est un sujet qui nous a malheureusement parlé ces dernières semaines. Oui, monsieur le maire. Donc j'avais quelques questions, notamment sur le transfert des compétences. Transfert des compétences, est-ce que tous les transferts de compétences sont obligatoires? Ça, c'est ma première question. GEMAPI m'avait semblé comprendre que c'était obligatoire. On peut là-dessus quand même regretter que la métropole existant depuis 2016 et que cette compétence sur la GEMAPI n'étant pas surgie en fin d'année 2017, on peut s'étonner quand même qu'il n'y ait pas eu par anticipation en fait une réflexion sur effectivement le coût des charges. Là en fait on se retrouve devant le fait accompli parce que il semblerait qu'il y ait un taquet qui est le 1er janvier 2018 et donc on est en quelque sorte contraint par ce calendrier d'effectuer ce transfert, mais la CLEC aurait très bien pu se réunir en 2017 et éviter cette contorsion administrativo-financière qui montre en fait tout le côté artificiel, complexe de ce millefeuille que nos politiques ont créé. Ça, c'était ma première question. Ma deuxième question, c'est est-ce que les autres compétences à transférer sont également obligatoires ou est-ce qu'on peut faire autrement? C'est-à-dire ne pas transférer, notamment ce qui est de la voirie. Alors, je vais répondre d'abord à la première question, la compétence GEMAPI. C'est vrai pour toutes les compétences. Il y a une date limite de prise en compte de la compétence par la structure. Par conséquent, comme la métropole existe depuis 2016, effectivement, tout transfert aurait pu être anticipé davantage qu'il ne l'a été. C'est une remarque qu'on peut se faire. Cela dit, ces organismes ont aussi leurs propres contraintes qui les a peut-être empêchés de raisonner très tôt. En plus, s'agissant de la métropole, il s'adresse à beaucoup plus d'organismes que le territoire qui, lui, n'a affaire qu'à ses 16 communes. Ça, c'est pour cet aspect-là. Mais je ne peux qu'approuver la remarque dans la mesure où la compétence, une autre partie de la compétence de l'eau, celle de l'assainissement, a été transférée l'année dernière, a été transférée au territoire, ce qui nous a conduit à faire une certaine gymnastique à propos des taxes fiscales qui étaient prélevées par le siège. Nous allons être obligés de faire la même gymnastique cette année, mais je vous expliquerai que la même gymnastique cette année, elle a des conséquences plus pernicieuses que celles qu'on a faites l'année dernière pour le territoire, même si pour les habitants, elle reste transparente. Pour la deuxième question, peut-on ne pas tout transférer? La réponse c'est oui. Sur les voiries, on n'a pas transféré toutes les voiries. Nous avons choisi les voiries transférées sur la base de critères définis en commun entre le territoire et nous-mêmes. C'était pareil sur les équipements sportifs et culturels, puisque nous n'avons pas transféré d'équipements sportifs. Par contre, nous avons transféré le conservatoire et le bâtiment destiné à l'école d'art. Du coup, ça crée une perte de souveraineté, en fait, du maire, qui peut être dommageable, notamment au niveau des voiries, puisque s'il advient qu'il serait utile, par exemple, de faire une zone à 30 km/h,
eh bien, c'est plus les pouvoirs du maire, mais ceux du territoire, si j'ai bien compris, qui devront être sollicités. Et donc, il y a quand même eu un délitement du pouvoir du maire, de la commune. C'est tout le débat engagé sur la plus éloignés des usagers. C'est tout le débat engagé sur la multiplication des strates. Mais je crois que Valérie voulait dire quelque chose au titre de la métropole. Oui, juste pour expliquer, pour répondre à la première question, Joël, le transfert de compétences est organisé par la loi. Donc il est hors de question, bien sûr, d'y échapper. Ensuite, la CLEC s'est réunie, rappelez-vous, je vous avais déjà fait le compte-rendu de ce rapport, s'est réunie au mois de septembre 2017. Septembre 2017, pour nous dire quoi? La CLEC métropolitaine, voilà, pour nous dire quoi? Nous dire qu'effectivement, ce transfert de compétences enchaîne des transferts de charges. Et ces transferts de charges, la métropole les a bien en amont demandés, expertisés auprès des communes et des EPT, puisque les compétences sont parfois partagées entre les communes et les EPT. Au mois de septembre, la métropole s'est rendue compte que ni les EPT ni les communes n'avaient répondu suffisamment tôt pour effectivement bâtir ce mécano de transfert des charges et d'évaluation des charges transférées. Donc, au mois de septembre, on s'est retrouvé devant une situation difficile pour les charges de 2017. Pour ce qui concerne, en tout cas, la GEMAPI en 2018, le travail de la CLEC s'est mis en œuvre. Ça sera la même chose pour l'aménagement, ce sera la même chose pour le développement économique, ce sera la même chose pour l'aménagement, avec là, évidemment, la subtilité d'une compétence qui peut être soit d'intérêt territorial, soit d'intérêt métropolitain. Mais en tout cas, pour ce qui concerne la GEMAPI, si elle a été transférée au 1er janvier 2018, n'oublions pas que dans le cadre des inondations, la métropole, avant même d'avoir la compétence, a voté un fonds de concours de 1 million d'euros pour aider les communes qui se sont effectivement trouvées en état de catastrophe naturelle. Voilà, donc il y a deux choses. La métropole a pris la compétence GEMAPI au 1er janvier 2018 parce que la loi l'y incitait. En 2017, ce travail préalable auprès des EPT et des communes a bien été mené. Simplement, c'est vrai qu'il a été difficile pour certains EPT par rapport à d'autres et communes par rapport à d'autres de mettre en place leur CLEC territoriale. Et la métropole n'a pu que constater fin 2017 que les CLEC territoriales n'avaient pas été réunies, que les communes n'avaient pas répondu, que les EPT n'étaient pas en mesure de donner les résultats des enquêtes qui avaient été... C'est difficile, c'est vrai que c'est difficile de construire une intercommunalité avec 131 communes et 12 EPT, il n'empêche que c'est une nouvelle dynamique qui se met en place et il faut travailler sur le sujet. On voit bien la lourdeur, on ne voit pas bien la dynamique. Oui. Oui, si je peux ajouter qu'effectivement on peut regarder du côté de la perte d'une certaine autonomie de fonctionnement. À côté de ça, je crois qu'on gagne quand même la possibilité de pouvoir faire des investissements que nous, communes, nous aurions peut-être un peu plus de mal à faire sur les voiries transférées. Et ça, c'est important. Je prends la rue de Lézigny qui verra une piste cyclable renforcer le tapis roulant. Donc il y a un certain nombre quand même d'avantages aussi à ce transfert. Ça aurait fonctionné par subvention. Hein. Pas forcément. Ça n'aurait pas été la charge. Pas forcément. Ça n'aurait pas été à 100% la charge de la commune. Mais là, c'est pas du tout la charge de la commune. On va peut-être pas continuer sur cet aspect-là, mais c'est vrai qu'il y a des intérêts économiques, au moins à court terme, évidents. Et je rajouterai qu'en ce qui concerne la crainte de beaucoup d'élus de voir effectivement le maire déposséder de ses pouvoirs, c'est pour cela que le territoire, et c'est effectivement une des plus-values de l'organisation territoriale, de la gouvernance partagée qui a été mise en place par le président Catala, puisqu'on va justement signer cette charte tout à l'heure, de dire que si la compétence aménagement, on va voir un petit peu, Jean-Claude nous dira tout à l'heure, est une compétence qui est avant tout territoriale et communale, le territoire s'est engagé, et nous allons le signer, à ce que les 16 communes continuent à exercer leur pleine compétence sur ces sujets. Voilà. C'est éphémère, c'est éphémère. Parce que demain, mais non, mais demain, on est tous élus jusqu'en 2020, donc c'est jusqu'en 2020. Valérie, après, ça sera autre chose. C'est pas inscrit dans la loi. Ça sera autre chose. D'accord. On a une charte. Heureusement qu'on n'attend pas que les choses soient inscrites dans la loi pour fonctionner. Donc demain, ça peut être modifié. On est tous d'accord sur le fait qu'on gère à court terme pour le moment sur l'horizon 2020. Et on peut en dire bien davantage. Ça, je suis désolé, mais on entre dans un autre type de débat après. Donc, pardon. Non, il Ah faut bon. être très vigilant.
Oui, ben ça, les opinions peuvent être variées sur le sujet. Vous verrez qu'il y a bien d'autres motifs par lesquels on est dépossédé, en particulier au plan financier. Pour moi, c'est plus grave encore que je m'inquiète plus de la non-maîtrise de nos revenus fiscaux que de la non-maîtrise de la voirie. Bien, donc êtes-vous d'accord pour que je signe, qui n'est pas d'accord, on va commencer par votre bout, pour que je signe la convention GEMAPI avec la métropole? Personne qui s'abstient? Pour les pouvoir aussi. Alors, on a ensuite la même question relative à la voirie. Avez-vous des questions à propos de cette convention temporaire pour la voirie? Pas particulièrement. Alors, je vous rappelle que la voirie, c'est la rue de Lézigny. La route de Lézigny, oui. C'est l'avenue du Général Leclerc, j'ai oublié la troisième. La rue de la Fontaine, voilà. Initialement, nous avions proposé davantage de voiries transférées, ça répond un peu à la question de Joël de tout à l'heure. On avait proposé davantage de voiries, mais là aussi, on s'est calé sur des voiries sur lesquelles il était possible d'ici 2020 de réaliser des aménagements par le territoire, ce qui illustre l'aspect positif de la chose. Et effectivement, comme le disait Sophie tout à l'heure, il y a un réaménagement prévu de la route de Lézigny, mais il y a aussi un aménagement prévu de l'avenue du Général Leclerc dans son débouché sur la Nationale 19 avec l'installation d'un feu. Et puis il y a aussi un réaménagement prévu dans la rue de la Fontaine au débouché de notre bistrot pour réaménager le carrefour. Donc pas de questions particulières. Autorisez-vous à signer. Qui est contre? Contre. Qui s'abstient? Bien noté, merci. Alors ensuite, nous avons à parler de l'aménagement. Alors l'aménagement, c'est un tout petit peu plus long, dans la mesure où on a deux questions à traiter. La première question, c'est bien entendu le transfert de la compétence aménagement, puisque celle-ci ne l'a pas été jusqu'à présent. La compétence aménagement, c'est aussi un petit peu plus compliqué parce qu'elle est partagée entre la métropole et le territoire, avec une notion d'intérêt métropolitain, d'intérêt territorial et puis d'intérêt communal. La partition que nous vous proposons d'appliquer est extrêmement simple. Elle consiste à dire qu'il n'y a pas véritablement d'opération d'intérêt métropolitain sur la commune. Donc le partage se fait entre territoire et commune. Et à ce moment-là, le partage va se faire, nous proposons qu'il se fasse, et on est d'accord là-dessus, avec GPSEA, sur la définition de ce qu'est un aménagement. Un aménagement, c'est une opération qui concerne une zone complexe, avec plusieurs constructions sur la zone. Exemple d'aménagement, le projet d'Imagine la Métropole, qui est un réaménagement du centre-village. Autre exemple d'un projet d'aménagement, notre zone d'activité de l'Ormeto est une zone où l'aménagement se ferait sous forme d'un projet global. Forme d'un projet global, c'est de l'aménagement. Si par contre les opérations décidées sont des opérations simples, de construction, comme par exemple la construction d'un bâtiment, que ce soit de logement ou que ce soit d'activité, ça devient une opération qui reste du ressort de la commune. C'est sur cette base-là que se ferait le partage. Avez-vous des questions? Non, pas particulièrement. Non, nous avons simplement, monsieur le maire, nous avons simplement une position qui est de dire que nous sommes contre tous ces dispositifs de dépossession, en fait, des pouvoirs de la commune au profit d'ensemble plus vaste. Alors, j'entends bien, et la déposition de pouvoir, c'est quelque chose de très désagréable, y compris pour le maire. Il faut quand même savoir que
si je reprends les exemples que j'ai donnés en matière d'aménagement, celui de la zone d'activité était déjà dévolu à la communauté de communes par le passé. Nous avions déjà transféré cette compétence. Donc c'est bon, c'est vrai que c'est un changement, c'est vrai que le territoire est une entité que nous contrôlons nous-mêmes moins bien que nous le contrôlions de la communauté de communes, ça c'est tout à fait vrai. Il n'empêche aussi quand même que, et là aussi pour raisonner sur le terme qui est le nôtre, c'est celui de 2020, les 2 années, nous avons suffisamment de garanties de la part des autorités territoriales pour savoir que la place de la commune dans la décision sera maintenue dans cet horizon-là. Donc nous pourrions être d'accord jusqu'en 2020, mais au-delà, nous avons lieu quand même d'être très inquiets. C'est pour ça que je comprends votre position. Bon. Il faut en être conscient. Hein. Mais, En 2020, il peut y avoir un... et on pense qu'on en est tous conscients. Le problème, c'est que la loi NOTRe, en fait, organise ce transfert de compétences. D'accord, On mais ne veuille pas. on n'est pas obligé de transférer. Cette charte, elle est... Et que le futur de l'organisation territoriale, On est obligé. on n'est pas sûr. on voit les annonces reculer au fur et à mesure que nous avançons. C'est On pour ça part. que très simplement, travaillons jusqu'en 2020 Voilà, avec c'est les ça. moyens et les perspectives que nous avons. Et puis après, on verra bien, une fois que le président de la République aura pris sa décision, à moins effectivement d'aller frapper à sa porte, peut-être toi Vincent, et lui demander de prendre une décision, il le fera quand il aura l'occasion de le faire. Donc jusqu'à présent, et moi ce que je voudrais dire, c'est que ce n'est pas le président de la République qui a dit qu'il ferait une conférence au mois d'octobre, ensuite au mois de février, etc. C'est la presse. Le président de la République a toujours dit « je m'exprimerai courant 2018, plutôt premier semestre 2018 ». Donc il le fera quand il le jugera nécessaire. Tout le monde le sait, l'agenda du gouvernement est assez chargé. Et effectivement, il y a peut-être des choses aujourd'hui plus urgentes à traiter que l'organisation institutionnelle de l'Île-de-France, qui de toutes les façons, je le répète, est en place jusqu'en 2020. Voilà. Sur Vous savez que pour détricoter tout ce que l'on tricote actuellement, ce sera certainement pas simple. Là, et la sagesse aurait peut-être voulu que l'on temporise un petit peu toutes ces décisions. Bon. Juste pour l'aménagement, je voudrais juste revenir sur ce que tu as dit, Jean-Claude, pour donner peut-être un éclairage un peu particulier. Je crois que les Si j'ai opérations... dit bêtise, tu dis Oui, en fait, clairement. les opérations d'aménagement concernent exclusivement les ZAC. Voilà. Donc, l'opération Aventon la métropole, elle n'est pas concernée par ce transfert-là. C'est ce qu'on appelle une opération de construction, même si évidemment elle vise à remodeler. Donc là, le maire garde tous ses pouvoirs. Voilà. Donc ça, c'est la différence, puisque les opérations d'aménagement ont été soumises à intérêt métropolitain ou territorial, et justement pas communal. Et moi, je voulais ajouter quelque chose en réaction, en réponse aux remarques que vous venez de formuler. Vous savez qu'on voit tous le député dans pas longtemps, donc je ne peux que vous inviter à exprimer, je n'en doutais pas, ça fait partie déjà des choses dont j'ai eu personnellement l'occasion de m'entretenir, plus sous l'angle financier que sous l'angle des compétences, mais il ne faudra pas vous priver de poser des questions et de faire des remarques. Ceci vaut, pas pour l'opposition, pas particulièrement pour l'opposition, mais pour chacun d'entre vous. Vous avez le moyen de dire ce que vous pensez de notre situation de commune dans le monde d'aujourd'hui. Il faudra la faire remarquer. Bon, m'autorisez-vous à signer la convention de transfert qui s'oppose, pardon. Qui s'abstient? Ça, donc. Et sur le même sujet, vis-à-vis de GPSEA, puisque nous transférons à GPSEA la compétence d'aménagement, m'autorisez-vous à signer la convention de gestion transitoire? Opposition? Ah, si. Je cherchais la durée de cette convention, excusez-moi, mais je ne la vois pas. Indéterminé. La durée de la convention, la GPSEA. On ne sait pas. Pour l'instant, il est marqué Il n'y a pas de durée. Ah. Ah, dans la convention elle-même? Oui, c'est exact. On va considérer que c'est pour 2 ans. Oui, c'est vrai, j'avais remarqué ça, effectivement. La convention, on ne va pas mettre 2 ans. Ça correspond à tout ce qu'on vient de dire, de toute façon.
Donc, qui s'oppose à la signature de la convention de gestion? Oui. Qui s'abstient? Personne. Donc, elle est décidée. Alors, on a encore une convention. Oui, c'est vrai. C'est le transfert, ça. Alors, cette fois-ci, c'est l'autorisation de signature d'une convention relative à la mise en œuvre du processus de verbalisation électronique sur le territoire de la commune de Santigny. Pour que notre ASVP puisse utiliser ce système de verbalisation électronique, il faut que nous ayons signé une convention avec, alors ça s'appelle l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions, dite aussi ANTAL, qui est représentée ou qui est à la signature de Monsieur le Préfet. À quoi est-ce destiné? C'est-à-dire que les verbalisations que nous aurons actuellement, qui ne concernent que le stationnement, qui sont faites sous forme d'un petit papier classique que je pense nul n'ignore, pour en avoir déjà rencontré quelques-uns sur son pare-brise, seront remplacés par une verbalisation enregistrée sur un petit terminal et transmise directement au centre de service de... J'ai encore perdu le nom. L'Antaï. De l'Antal. Oui, non, Antal ou Antaï? Mental. Des infractions Antaï, oui. Ben, je pense que c'est Antaï, moi. C'est Agence nationale traitement automatisé des infractions. Ah oui, ça peut être, c'est en tête, ça peut être. Bon, enfin, peu importe. Avez-vous des questions d'abord? Oui, quelques questions et surtout une interrogation. En fait, d'abord, il y a des éléments de langage là, qui m'interpellent, notamment dans l'idée d'une phrase qui est la suivante, je vous la lis, afin d'optimiser ce travail, c'est-à-dire en fait la verbalisation des infractions, M. le maire propose. Alors, est-ce qu'aujourd'hui le sujet, c'est d'optimiser la verbalisation en fait des infractions de notre agent? Et un petit peu plus haut, je lis « Des tournées communes avec la SVP de Marolles-en-Brie vont être mises en place à partir d'avril-mai ». Alors, quand on lit ces deux paragraphes, qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en déduire que se profile la création d'une police municipale qui sera en fait coportée par deux communes, Marolles et Santigny. Et là, effectivement, on peut se poser la question, quels sont les objectifs que vous assignez, vous, monsieur le maire, à cette police de proximité? Est-ce qu'il s'agit simplement de verbaliser et d'aider en fait à la verbalisation en mettant en œuvre des processus automatiques? On peut même aller jusqu'à penser que la verbalisation se fera à partir du véhicule et que l'agent n'aura pas besoin, comme c'est le cas à Paris et dans certaines villes de banlieue, eh bien de descendre de son véhicule. Ou est-ce que le problème de la sécurité dans nos villages, c'est pas autre chose que la simple verbalisation des voitures? Alors, ça a le mérite d'ouvrir un débat sur un sujet sur lequel on va le clore rapidement parce qu'on le reprend, on aura l'occasion de le reprendre, dans la mesure où l'intention de créer une police municipale est une intention réelle. Nous en avons déjà dit quelques mots. Là, en l'occurrence, on n'en est pas tout à fait à ce stade-là, même pas du tout à ce stade-là. On en est à deux niveaux. Le premier, c'est la verbalisation électronique. Et je suis d'accord que le mot optimisation n'est sans doute pas le bon mot, c'est simplification, le bon mot en l'occurrence. Ceci correspond à une politique qui est pratiquée
régulièrement depuis quelque temps, mais qui est pratiqué effectivement depuis relativement longtemps, qui consiste à verbaliser essentiellement les stationnements gênants, sur les trottoirs en particulier, dans tous les quartiers de la commune, de façon à avoir un traitement égal, mais dans des quartiers particuliers où le stationnement est hyper gênant. Tout à fait. En ce qui concerne le traitement avec Marolles, c'est effectivement une idée de rapprochement, d'abord pour, avec 2 personnes, pouvoir les faire tourner à des horaires un petit peu élargis par rapport à leur disponibilité. Ceci étant, ce n'est pas encore acquis sur un plan juridique, donc laissons un petit peu de côté, mais cela dit, l'idée était derrière cela d'amorcer une pratique commune avec Marolles sur la future création d'une police municipale qui, elle, serait composée d'un SVP, mais surtout de policiers municipaux en titre avec les qualifications voulues, ce qui est nécessaire pour exercer l'ensemble des tâches d'une police municipale. Nous discutons de ces sujets, nous en discutons avec 2 confrères, les communes d'Ormesson et de Noiseau, qui ont créé une police intercommunale commune, et nous nous appliquons à reproduire le même modèle. Nous aurons l'occasion d'en reparler, et là l'objectif est la sécurité et le calme d'une façon plus large, c'est-à-dire plus que la sécurité proprement dite, parce que sur les graves problèmes de sécurité, c'est quand même plus la police nationale qui intervient, mais sur les problèmes de civisme, ou plutôt d'incivisme, la police municipale est parfaitement qualifiée. Et donc on est bien d'accord que en réalité le principal c'est ce sujet-là, et la verbalisation électronique nous semble tout à fait l'accessoire, et on peut se poser la question pourquoi on démarre par l'accessoire et pas on ne va pas au fond traiter le problème principal qui est effectivement quel type de police municipale pour lutter contre les incivilités, contre le tapage nocturne, contre en fait les motos qui prennent la route de Marolles pour une course de côte, et le dimanche principalement. Et donc c'est plutôt ça qui nous semble important de débattre, plutôt que par un effet de mode, de se dire qu'effectivement, il faut passer à la verbalisation électronique. Oui, alors on ne démarre pas véritablement par l'accessoire, puis ça fait un moment qu'on applique cette verbalisation. C'est une simplification, et une simplification technique et pratique qui ne coûte pas une fortune, qui va sans doute permettre à notre ASVP d'être un petit peu plus, je ne vais pas dire productif parce que ça ne plairait pas comme formule, mais un petit peu plus efficace. Pour ce qui est de la police municipale avec Marolles, nous sommes en train d'essayer de construire un projet ensemble qui sera soumis en commission avant d'être soumis au conseil municipal pour pouvoir recueillir les avis et les propositions d'évolution et d'amélioration, sachant que l'idée basique est d'avoir, je vais pas vous dire quelle est l'idée basique, je vais vous dire comment ça se passe à Ormesson-Noiseau. C'est une police municipale qui comporte environ une dizaine de policiers qui tournent sur les 2 communes en horaire décalé, c'est-à-dire avec des nuits, des samedis et des dimanches, de façon aléatoire, et qui intervient sur toutes les missions de la police municipale, sécurisation, surveillance des communes. Ils peuvent aussi bien rapporter un nid de poule ou une implantation de caravane anormale que quoi que ce soit d'autre. Donc c'est sur cette intention-là qu'on essaye de construire quelque chose qui devrait comporter chez nous environ 5 ou 6 policiers, 2 véhicules pour l'ensemble des 2 communes, un poste de police, et puis écoutez, mais ça les coûts on les a déjà évoqués, c'est quelques centaines de milliers d'euros par an et par commune. Juste une petite précision, la SVP, excuse-moi, n'a pas tout à fait les mêmes, n'a même pas du tout les mêmes prérogatives qu'un policier municipal, et que la SVP, ses prérogatives sont extrêmement limitées, et il est assermenté pratiquement uniquement que pour les stationnements, les véhicules épave et la vignette assurance sur le pare-brise, ce qui limite déjà énormément son travail. On peut concevoir que c'est du gadget. Bon, il va gagner beaucoup plus de temps, à ne pas avoir à rédiger. Et au niveau de l'école, quand on connaît aujourd'hui les incivilités récurrentes qui mettent en danger nos enfants, je pense que de pouvoir verbaliser, puisque la prévention, on l'a faite à plusieurs reprises et malheureusement souvent en vain,
que peut-être là, ce sera un moyen peut-être enfin d'arriver à ce que nos enfants soient déposés dans de meilleures conditions, parce que les gens vont être verbalisés, excuse-moi, mais oui, un petit peu plus facilement. Mais ce n'est pas C'est que dommage, pour mais l'école. Pardon. Ce n'est pas que pour l'école. Ce n'est pas que pour l'école, mais c'est un des exemples qui fait qu'on peut peut-être quand même, peut-être pas optimiser, mais en tout cas fonctionner de façon plus rationnelle. Justement, à ce sujet, est-ce qu'on a une idée précise du volume d'infractions observées sur Centreville sur l'année dernière, par exemple? Quelles sont les statistiques précisément? Alors, réponse, oui, mais n'ayant pas les documents, je vous en parlerai pas ce soir. Oui, nous avons en fait deux types d'informations. Ce dont on parle, c'est l'action de l'ASVP, donc on sait, enfin, il suffit de le compter, c'est pas difficile, combien de contraventions il émet. Ça, on est capable de vous en rendre compte, pas ce soir, mais on est capable de donner ce chiffre. De la même façon, on est capable de donner des chiffres de sécurité qui découlent des statistiques de la police nationale, cette fois-ci, qui recense chaque mois l'ensemble des crimes et délits commis sur la commune. Mais pour avoir un ordre d'idée, je pense qu'on est autour d'une centaine par an de PV, ce qui est quand même pas... Oui, et puis on est aux alentours d'une centaine aussi de délits de toute nature. Ça va de l'agression au vol, en passant par le cambriolage et les dégâts sur les voitures. Oui, pardon. Oui, simplement, j'avais une dernière question qui était, est-ce que la mise en place de cette verbalisation électronique, ce n'est pas la première étape vers le stationnement payant? Monsieur le maire, est-ce que vous pouvez nous dire que ce ne sera pas le cas? Réponse, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui. Mais, non, horizon 2020. En 2020, voilà. Mais le stationnement est un vrai problème à Centreville. C'est pour ça que dans le projet d'Imagine la métropole, nous exigeons un grand parking souterrain dont, dans notre intention, une partie serait publique et éventuellement où certaines places seraient vendues ou louées au bénéfice des riverains pour essayer de dégager un peu de stationnement dans le centre-village. Nous n'avons pas de place pour faire des parkings. On a utilisé la place, on peut toujours agrandir un petit peu, mais la place dont on disposait sur les anciens ateliers municipaux, mais aujourd'hui on manque de place pour faire de nouveaux parkings. Donc on a un vrai problème. Mais il n'est pas évident que le stationnement payant soit une solution à ce problème-là. Surtout, ça n'entre pas dans les caisses d'une commune. En plus. Les PV, ça non, mais le stationnement payant, oui. Dans les PV, parce que c'est ça ton souci, c'est qu'on verbalise les gens qui seraient en zone bleue. Non, en fait, plus généralement, c'est que voilà, il y a à Centeny un caractère villageois. Le caractère villageois, il est multiforme. Et le fait de mettre de la police de proximité, de la verbalisation électronique, ça atténue et ça fait disparaître ce côté villageois au profit des cités, des villes de banlieue qui sont toutes sur le même modèle. C'est un modèle plutôt coercition, recherche en fait de budget additionnel par l'argent des parkings et des parcs-mètres. Voilà, c'est tout. Et c'est simplement le fait de vouloir conserver une certaine authenticité à Centeny que, effectivement, la verbalisation électronique me paraît un petit peu... Et là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, une police municipale a aussi un rôle de lien social. Ça dépend ce qu'on lui demande aussi, pédagogique. Proximité, etc. Oui, tout à fait. Et quand on sait qu'aujourd'hui, la police nationale, et j'étais il n'y a pas très longtemps à la préfecture sur la réorganisation de la police, on s'aperçoit quand même que les effectifs sont largement en baisse et qu'on sera de plus en plus loin de tous les effectifs qui pourraient tourner sur la commune. Ça devient une vraie difficulté. Ceci étant, dans un premier temps, le fait de verbaliser le stationnement, les voitures sur les trottoirs ou n'importe où, ça nuit aussi à l'aspect villageois. Et ce sont des réclamations récurrentes. Oui, absolument. Donc pour le moment, on s'attaque surtout à ça, et la police, on aura l'occasion d'en reparler. Alors, il faut que je vous pose la question. Où ira le produit de cette verbalisation? Il n'y a pas chez nous. À l'État. Ce qu'on disait tout à l'heure, ça va à l'État, et tous les ans, l'État reverse à certaines communes, de temps en temps c'est nous, le produit des amendes de police.
Mais il a toujours verbalisé, hein. Il n'a pas attendu ses tournées pour verbaliser notre ASVP. Hein. C'est pas une nouveauté, simplement. Il va passer d'un support à l'autre. Hein, Mais il verbalisait avant Ah ben bien sûr, il a des carnets à souche et il met des PV en moyenne une centaine par an. De PV papier, comme n'importe quel PV que vous auriez sur Paris. Par exemple, quand il y a eu la version du centre de circulation rue des Ignées. Ah non, il n'a pas la compétence, c'est ce que je disais tout à l'heure, il n'a pas la compétence. Il n'a qu'une compétence sur le stationnement, sur les vignettes assurance et la compétence pour faire enlever la demande d'enlèvement des véhicules épave après avoir appliqué la procédure qui s'impose pour ce genre de... Ce qui est bien dommage, parce que s'il avait eu cette compétence, on n'aurait pas eu les mêmes problèmes. Et on aurait peut-être gagné un peu d'argent si on avait eu le retour de l'investissement. Il faut savoir aussi que de la verbalisation, il y a un champ bien matière à verbalisation, c'est la zone d'activité, où le stationnement est quand même un petit peu oui, on a beaucoup désordre. de véhicules épaves, etc. Mais en fait, il continue son travail comme avant. Si vous permettez que je fasse voter quand même la délibération, je vais y dire. M'autorisez-vous donc à signer la convention avec l'Antaille, ou l'Antaille, je ne sais pas comment vous voulez, l'Antaille, pour cette verbalisation électronique. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Bien, merci.